Bien dans le débat sur France 24, que se passe-t-il sur le front ukrainien? Les forces armées ukrainiennes reconquièrent les villes du nord-est du pays à forte cadence. Depuis début septembre, plus de 3000 km² sont revenus sous contrôle ukrainien. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny. Izium a été libéré. En 24 heures, la contre-offensive menée dans le nord a permis de récupérer 20 localités dans la région de Kharkiv. La Russie a affirmé avoir bombardé ces zones ce matin. Alors, est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine? Où en est-on? Où en est le rapport de force? Quelle est la réponse des Russes? Poutine est-il fragilisé? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Oksana Mitrofanova. Bonsoir. Vous êtes politologue, enseignante-chercheuse à l'INALCO. Bienvenue à vous dans le débat. Elena Volochine est avec nous. Bonsoir Elena, journaliste à France 24, spécialiste de la Russie, et puis notre ancienne correspondante à Moscou. À côté de vous, Claude Blanchemaison. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ambassadeur en Russie. C'était entre 2000 et 2003, auteur de Poutine. C'est chez Temporis Éditions. Et c'est Vivre avec Poutine, le titre de votre livre. Nous avons aussi, en tout cas, il va nous rejoindre s'il n'est pas encore là, mais je le vois, il est là, Gulliver Krag, notre correspondant de France 24, donc, qui est avec nous à Kiev. Bonsoir Gulliver, et on attend donc l'amiral Alain Koldolfi, ancien major général des armées, qui devrait nous rejoindre. On va démarrer tout de suite avant cette discussion. On va faire un point sur le terrain d'abord de cette fameuse contre-offensive ukrainienne avec Florent Rodeau. C'est une tendance qui se confirme. Au 200e jour du conflit, l'armée ukrainienne continue de gagner du terrain au nord-est, près de Kharkiv, où sa contre-offensive a pris de court les soldats russes, eux qui s'attendaient davantage à être attaqués sur le front sud. Optivka donc, mais aussi Balaklia, Kupiansk et Izium, dont la prise a été annoncée dimanche soir par le président Zelensky. Les représailles russes n'ont pas tardé, avec, selon Kiev, le bombardement du réseau électrique de la ville. Des frappes également constatées à Pokrovsk, plus au sud. Basé à Washington, l'Institut pour l'étude de la guerre l'assure, Kiev a repris en 5 jours plus de territoires que les Russes n'en ont conquis depuis avril. En tout, plus de 3000 km² seraient revenus sous son contrôle depuis début septembre. Des pertes que le ministère russe de la Défense a lui-même reconnues dans son briefing quotidien, carte à l'appui. Une contre-offensive ukrainienne impossible sans le soutien des Occidentaux et de leurs armes, capables de frapper aussi bien les premières lignes russes que celles plus éloignées, servant au ravitaillement. Le chef de la diplomatie à Kiev a d'ailleurs appelé une nouvelle fois ses alliés à poursuivre ces livraisons d'armes, alors que petit à petit, le drapeau ukrainien fait son retour sur les bâtiments officiels, comme ici, dans la région de Kharkiv. Et je vous propose d'écouter tout de suite des réactions à Izium, ville libérée. Aujourd'hui, dans la matinée, 2 véhicules sont arrivés dans la rue où nous vivons. Nous sommes allés à leur rencontre, les larmes aux yeux. Nous les attendions. On ne pouvait pas imaginer qu'ils viendraient de façon aussi inattendue. On les attend depuis près de 6 mois. On est tellement heureux. Les Russes ont commencé à s'échapper. Dans la soirée, non, en fait à 1h30 du matin, le pillonnage a commencé et ils ont mis le feu aux endroits où ils étaient. Ils couvraient leurs traces. C'est ainsi que nous avons compris qu'ils étaient finis. C'était difficile émotionnellement. C'était difficile dès les premiers jours, parce que l'électricité et l'eau étaient coupées. Il faisait froid, il n'y avait rien à manger. Tous les voisins se sont réunis, et parce que nous étions tous ensemble, nous avons survécu. Hier matin, il y avait des Russes, et ce matin, des Ukrainiens. Dire que je suis heureux, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer. Gulliver Krag à Kiev. On vient d'entendre donc ces habitants d'Izium, cette ville qui a donc été libérée avec cette contre-offensive ukrainienne. Dans le nord, elle paraît spectaculaire, cette contre-offensive. Est-ce un tournant ?
Je pense que c'est un tournant, surtout peut-être parce que la ville d'Izium a été prise. Et Izium, c'était la place d'armes des Russes, la base, si vous voulez, pour leur tentative d'essayer de prendre le reste du Donbass, la partie de la région de Donetsk qu'ils n'avaient pas réussi à prendre encore. Ils contrôlent encore des endroits juste au sud-est de la région de Donetsk et presque la totalité de la région de Luhansk, mais attaquer en allant vers le nord sans pouvoir attaquer simultanément en allant vers le sud depuis Izium, ça rend très difficile la possibilité pour les Russes de continuer leurs offensives, leurs tentatives de reprendre, de prendre le reste de la région de Donetsk. Donc c'est peut-être Izium la prise clé dans cette contre-offensive, mais les Ukrainiens sont même allés bien au-delà et ils ont pris, je pense, il y avait très peu de gens en Ukraine qui s'attendaient à ce qu'ils arrivent aussi rapidement à reprendre autant de territoires. Oksana Mitrofanova, vous avez été surprise également par cette contre-offensive éclair. On dit 5 jours. En 5 jours, ils auraient repris plus de 20 localités. Non, même 20 localités en 24 heures. Enfin, en tout cas, depuis 5 jours. Ils ont vraiment poussé très loin, ces forces russes. C'était une surprise pour vous aussi? D'abord, il faut dire que la situation se change et moi, je préfère vraiment rester prudente, comme souligne notre ministre de Défense Reznikov, que vraiment, il faut être très prudent. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une autre contre-offensive de Russes. Donc, les Ukrainiens doivent se préparer à voir le scénario vraiment différent au point de vue militaire. Bien sûr, c'est très important le tournant dans la guerre, mais pour l'instant, on ne connaît pas pour l'instant aussi le prix qui a été payé par les Ukrainiens. Le prix, je veux dire, le plus cher, ce qu'on a, c'est la vie des soldats ukrainiens, des femmes, des hommes. Donc, il y a des facteurs différents. Ensuite, dès qu'on a pris la ville, bien sûr, les gens veulent revenir, mais se pose la question d'infrastructure. Pour que les gens reviennent dans la situation plus ou moins correct et safe, il faut passer par le processus de déminage, mais il faut assurer qu'au moins il y a l'électricité, il y a de l'eau, il y a du gaz. Donc, c'est pas si évident. C'est pas si évident, Claude Blanchemaison. C'est vrai qu'on est surpris tout de même par, on peut dire, cette défaite tout de même de l'armée russe, côté russe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est prudent, comme ça vient d'être dit, mais cela dit, c'est vrai qu'on a affaire à deux armées qui sont complètement différentes. On a une nation en armes qui défend son territoire contre un corps expéditionnaire de 200 000 hommes. On ne sait plus très bien combien il y en a parce qu'il y a eu beaucoup de morts et que la Russie n'arrive pas forcément à recruter pour les remplacer. C'est un corps expéditionnaire qui est en terrain étranger au bout du compte, même s'ils voient qu'ils parlent russe et qu'ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont là. Donc le moral, effectivement, de ce corps expéditionnaire russe est certainement au plus bas. En plus, son type de commandement est archaïque, puisque ce sont les généraux qui commandent les opérations sur le terrain. Il n'y a absolument pas de délégation au chef opérationnel, alors que l'armée ukrainienne se bat avec des techniques beaucoup plus modernes de mobilité, avec des commandants qui sont responsables sur le terrain. Et on voit bien que... Ils sont beaucoup plus nombreux, si je comprends bien, sur le terrain, les Ukrainiens. Oui, parce qu'effectivement, comme on a dit pendant très longtemps qu'il allait y avoir une contre-offensive dans le sud, à Kherson, les Russes ont déplacé des troupes vers le sud pour protéger naturellement l'arrière-pays de la Crimée. Kherson, c'est important, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, il est possible que les Ukrainiens aient profité du fait que les Russes ne s'attendaient pas à une attaque véritablement très offensive, à cet endroit précisément, à Izium, et sur la ligne d'approvisionnement qui relie leurs troupes de Donetsk à Belgorod, qui est maintenant contrôlée par les Ukrainiens. Elena, ils ont avoué quelque part une certaine défaite, les Russes, depuis justement cette contre-offensive, depuis justement cette reprise par les Ukrainiens d'Izium. Non. Comment quelle est la communication là, côté la communication, bon, alors on l'a entendu, le général Igor Konashenkov, le porte-parole du ministère russe de la Défense, parler de regroupement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas retiré, on n'a pas reculé, on regroupe, un regroupement stratégique en fait de nos armées à Donetsk pour ensuite, en gros, ce qu'il dit, c'est on recule pour mieux sauter. C'est exactement ce qu'il avait dit au moment, si vous vous en souvenez, de la première défaite en fait de cette grande guerre de Blitzkrieg qu'avait voulu mener la Russie en envoyant sa colonne de chars prendre Kiev. Bon, au moment où la prise des localités autour de Kiev
a été un échec malgré sa barbarie et que l'armée russe a dû se retirer, le ministère russe de la Défense disait déjà on va se concentrer sur le Donbass parce que c'est une priorité. Donc en fait c'est exactement la même rhétorique, donc il n'y a absolument aucun aveu d'échec. Au contraire, par exemple vous titrez aujourd'hui un tournant dans la guerre, je regardais pas plus tard que tout à l'heure une émission de la télévision russe, une émission phare de débat là aussi, ils titrent aussi un tournant dans la guerre, mais eux mettent l'accent sur les frappes de l'armée russe contre l'infrastructure stratégique ukrainienne qui a mis hors tension notamment par exemple la ville de Kharkiv en disant c'est la Russie qui était l'offensive. Regardez, on a redoublé d'intensité parce que on nous a provoqué. Alors maintenant, on va tout sortir, on va tout donner. Et d'ailleurs, on se souvient des paroles de Vladimir Poutine qui disait nous n'avons rien commencé encore. Et donc là, aujourd'hui, la Russie prétend que, eh bien, ayant été forcée de mener la grande offensive contre l'Ukraine, c'est ce qu'elle serait en train de faire. C'est ça aujourd'hui la rhétorique propagandiste russe. Oksana Mitrofanova, est-ce que finalement c'est aussi grâce aux armes, on parle beaucoup de l'artillerie américaine qui est arrivée sur place, est-ce que c'est aussi l'une des clés du succès de cette contre-offensive? Bien sûr, absolument, parce que si l'Ukraine restait seule sans l'aide de ses alliés occidentaux, c'est peut-être ça menait vers l'échec. Donc maintenant, par exemple, le stock d'armes soviétiques qu'a eu l'armée ukrainienne, ça bouge vers la fin. Donc, il faut la remplacer. Donc, voilà pourquoi le gouvernement ukrainien insiste qu'on a besoin de plus et plus d'armes. Et l'arme vraiment différente, c'est l'artillerie, mais aussi se pose la question de défense antiaérienne. Parce que maintenant, on a déjà reçu et on va recevoir la réponse ou la vengeance de Russie. Et qu'est-ce que c'est cette vengeance? C'est bien sûr, c'est les frappes sur l'infrastructure. Les frappes sur l'infrastructure, on va couper l'approvisionnement d'électricité. Par exemple, le maire de Kharkiv il a déjà annoncé qu'on a coupé de l'eau et d'électricité à Kharkiv qui a passé par certains moments. C'est assez grave. Mais pour l'instant, on se trouve en été. C'est le temps plus ou moins correct, mais bientôt l'hiver, et quand on va avoir moins 10 ou moins 20, et si on va couper le chauffage, c'est et donc qui coupe en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont les Russes qui coupent l'électricité et le chauffage parce qu'en tout cas... Non, je parle des frappes par les missiles, non, c'est plus ça. Des frappes sur les infrastructures. Ce n'est pas on peut dire de coupures, mais quel est le résultat des frappes? Tout simplement, les Russes frappent par les missiles, les entreprises qui produisent l'électricité, c'est qui est le plus grave. Parce que faire l'acheminer l'électricité, se réparer, c'est plus simple que réparer l'entreprise qui est bombardée. Donc, du coup, si on va bombarder l'entreprise essentielle ukrainienne qui produit l'électricité, et surtout en hiver, ce sera très grave. Donc, voilà pourquoi je pose les questions aussi d'armes, c'est exactement la défense antiaérienne. Pourquoi on a besoin de cette défense antiaérienne? Aussi pour protéger tout simplement l'infrastructure, pour avoir la possibilité de donner de l'électricité, donner du gaz, donner de l'eau. Oui, c'est un point crucial. Gulliver Krag, à Kiev, donc ces armements, cette artillerie qu'ils ont finalement reçue américaine a été clé dans cette contre-offensive. C'est aussi ce qu'on dit à Kiev. Là, on voit Oksana Mitrofanova qui dit qu'il faut continuer à livrer même d'autres armes. Bon, il n'y aura pas d'armes à longue portée, en tout cas, a priori. Oui. C'est absolument le message articulé par les dirigeants ukrainiens, que ce soit le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, ou le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. À répétition, ils martèlent ce message. Regardez comment on a montré qu'on sait utiliser vos armes et qu'on a une bonne stratégie et on peut gagner cette guerre d'autant plus vite et avec d'autant moins de pertes si vous nous livrez plus d'armes plus rapidement. Cette contre-offensive a été encore une fois employée par les Ukrainiens pour justifier leur demande à leurs alliés occidentaux de renvoyer plus d'armes et je pense qu'elle a absolument raison de dire que l'Ukraine maintenant va avoir cruellement besoin, je pense, de plus de défense antiaérienne si la stratégie des Russes a vraiment changé pour commencer à cibler de manière très, très explicite et très exprès les infrastructures civiles de génération d'électricité, etc. C'est effectivement un... On a un petit problème de son, Gulliver, avec vous, Claude Blanche-Maison. Oui. On parlait justement à l'instant également du Sud, parce que donc là, il y a cette contre-offensive au Nord, hein, donc qui a avancé, cette reprise d'Izium, on le voit bien sur cette carte. Et puis dans le Sud, hein, on sait qu'il y a des combats aussi extrêmement importants. Donc qu'est-ce qui se passe du côté de Kherson? Parce que là aussi, il y a une contre-offensive, c'est pratiquement la première dont on parlait d'ailleurs sur ce plateau ukrainienne. Et est-ce que c'était effectivement pour faire diversion qu'on parlait d'abord de contre-offensive à Kherson ukrainienne ou pas?
Peut-être qu'il y a eu un effet de diversion, parce que les Russes étaient mal informés, que le renseignement russe, une fois de plus, a mal fonctionné. Mais les Ukrainiens ont très clairement l'intention de mener une contre-offensive aussi à Kherson. Et c'est vrai que les Russes à Kherson peuvent assez facilement être en difficulté, puisque c'est le seul endroit où les troupes russes se trouvent sur la rive droite du Dniepr. Et que, bien entendu, l'armée ukrainienne a fait sauter tous les ponts, et qu'au fur et à mesure où les Russes remplacent ces ponts par des ponts provisoires militaires, eh bien, les Ukrainiens les font sauter également. C'est un jeu qui se déroule quotidiennement. Donc, potentiellement, des soldats russes, l'armée russe qui se trouve autour de Kherson, sur la rive droite du Dniepr, pourrait se trouver isolée, sans pouvoir revenir à l'arrière, sans pouvoir retraverser le Dniepr et retrouver les autres troupes. D'ailleurs, on dit que les états-majors, eux, ont déjà franchi le Dniepr pour se mettre à l'abri sur la rive gauche. Et l'évolution importante, en fait, cette zone sud, hein, importante pour les Russes aussi. Oui, complètement. On parlait au début de la guerre du fait qu'ils voulaient rallier la Transnistrie par la bande sud, prendre Odessa, etc. Kherson, ça a été la première grande ville capitale régionale qui a été occupée par les Russes. Et on voit effectivement... Ils veulent depuis plusieurs mois en fait organiser un référendum sur place pour donner cette apparence de légitimité qui est la technologie classique lors d'une invasion, de faire voter sous le calibre des fusils les populations pour donner l'apparence de légitimité à cette occupation. Ils n'arrivent pas à organiser ce référendum justement. Alors, quand bien même qu'ils ont mis en place déjà les programmes scolaires, qu'ils ont déjà remplacé les manuels, qu'ils ont déjà fait venir des médecins, des instituteurs russes dans les écoles, qu'ils ont distribué les passeports et qu'ils ont mis en place les cartes SIM russes, etc. Enfin, disons qu'ils ont quasiment installé déjà la Russie à Kherson avant l'heure parce qu'effectivement ça se situe sur la ligne de front, parce que toutes les difficultés stratégiques qui viennent d'être énoncées. Mais c'est vrai que voilà, Kherson, pour la Russie, voulait être acquise, or elle ne l'est pas du tout. Allez-y rapidement. Peut-être juste une phrase, peut-être qu'on pourrait ajouter aussi que dans le fond, la région de Kherson, c'est l'arrière-pays de la Crimée. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle la Russie attache beaucoup d'importance pour assurer l'alimentation en eau douce de la Crimée. C'est par là que cela passe. Et effectivement, dans toute cette affaire, la fin de la position de Poutine, c'est de verrouiller l'affaire de la Crimée. Or, effectivement, le président Zelensky répète assez souvent qu'il faudra que l'Ukraine recouvre son intégrité territoriale, y compris la Crimée. Vous nous avez rejoint. Amiral Alain Koldolfi, merci d'être avec nous. Vous nous avez rejoint. Alors justement, on parlait un petit peu, puisque vous êtes tout de même militaire de ce plateau, est-ce que les Ukrainiens ont fait diversion en parlant de contre-offensive à Kherson, donc dans le sud, alors que finalement c'est à Kharkiv que ça s'est passé en 5 jours. Ils auraient repris 20 localités, dont Izium en tout cas. Alors diversion, c'est peut-être pas le mot. En réalité, ils ont concentré leurs efforts dans la partie qu'ils ont reconquise de façon très intelligente, avec en forme de tache d'huile, en étant très cohérent. Et je pense que la manœuvre sur Kherson n'est peut-être pas terminée, mais effectivement, elle a servi à disperser les forces. Cela dit, ils sont à la limite, ils attaquent sur 2 fronts, ils sont à la limite de leur capacité. Leur point fort, il est vraiment dans la région d'Izium, etc. Donc pour le moment, On ne s'y attendait pas. On parlait beaucoup de Kherson ces derniers jours et pas vraiment justement de ce qui se passait au nord. On ne s'y attendait pas parce qu'on n'avait pas prévu, enfin, ceux qui connaissent la capacité à la fois des conseillers américains, anglais, d'aider à concevoir des opérations de ce niveau et des opérations offensives, sont les Ukrainiens qui l'ont fait. Les Ukrainiens qui l'ont conçu, mais on n'imaginait pas qu'ils seraient capables de la mener à bien avec intelligence et intelligence au sens anglais, avec le renseignement américain, bien sûr. Alors, quel était le rôle du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny ? Parce qu'on dit que c'était lui le fin stratège derrière cette reprise. C'est le premier non-apparatchik de toute la bande. C'est le premier qui a été formé à l'occidental. Je parle sous le contrôle de l'ambassadeur. Donc c'est le premier qui est, je veux dire, cette habitude d'être à la fois en liaison avec le politique et de décliner pour ses troupes la façon de concevoir les opérations. Cet homme, c'est un général occidental en fait. Donc, il est vraiment aussi à l'origine. Alors, je ne veux pas dire qu'il est plus intelligent, c'est pas ça. Non, mais je veux dire. J'imagine. Mais en tout cas, quand on dit que c'est le stratège, disons, bien sûr. de ces 5 jours de contre-offensive, c'est le cas. Alors, il n'est pas lui qui a travaillé, mais c'est lui qui a impulsé, qui a donné des directives, qui a concentré. Ils sont 15 000 à peu près. Et quelle était sa stratégie, justement, si on devait retenir en ces 5 jours bousculer les Russes, reprendre du territoire,
enclencher un processus de victoire. La victoire n'est pas définitive, il n'y a pas de débandade, enfin il y a une sévère défaite des Russes, mais enclencher un processus de victoire, parce que la victoire conduit toujours à la victoire, il ne faut pas s'emballer, mais ça quand même conduit à la victoire, et obtenir des résultats significatifs qui mettent en difficulté, bien sûr, à la fois l'armée russe et aussi, vous en parliez peut-être, le président Poutine. Gulliver, justement, pour en revenir, est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est sous pression? Est-ce qu'il est mis en difficulté? Je ne suis vraiment pas un analyste de la politique russe ni un kremlinologue, mais il semble évident de ce qu'on voit sur les médias russes et dans les groupes aussi sur les réseaux sociaux de gens qui soutiennent cette invasion, qui a priori soutiennent les intentions de Vladimir Poutine et qui sont maintenant très critiques envers la manière dont cette guerre a été conduite. Donc il y a beaucoup plus de critiques envers Vladimir Poutine, mais aussi envers le commandement de l'armée russe qu'on peut trouver maintenant sur les réseaux sociaux. Et je pense aussi, dans une certaine mesure, même dans les médias d'État russes, mais c'est plutôt Elena Voloshin qui pourrait nous le confirmer. Elena, justement, est-ce que vous pouvez nous confirmer? On a entendu qu'il y avait des contestations, par exemple, aujourd'hui. Un certain nombre d'élus à Saint-Pétersbourg, en l'occurrence, qui commencent à contester, effectivement, Vladimir Poutine. Oui, c'était il y a quelques jours. C'est un groupe de conseillers municipaux à Saint-Pétersbourg qui, effectivement, a envoyé une lettre à la Douma d'État, au Parlement d'État, pour demander aux députés d'intenter une procédure de destitution de Vladimir Poutine pour trahison d'État, pour avoir déclenché la guerre en Ukraine et précipité le pays à sa perte. Donc ça, effectivement, c'est des initiatives locales qui sont très impressionnante dans le contexte de répression sans précédent qu'il y a dans la Russie aujourd'hui, dans la Russie moderne. Le fait que les deux camps, le camp de la guerre comme le camp de la paix, sont mécontents de Vladimir Poutine, et ce depuis un moment déjà, ça on le sait quand même, il y a pas mal de choses qui filtrent là-dessus, puisque le camp de la paix est de cette opinion que Vladimir Poutine mène le pays à sa perte, et le camp de la guerre, lui, prône la guerre totale depuis déjà un moment, disant que si on ne... D'ailleurs, en ce moment, je vais me dédire, puisque tout à l'heure je disais qu'on ne parlait pas de défaite côté russe, mais il y a un certain nombre de voix qui sans parler de défaite, puisqu'il y a un tabou et une classification de la façon dont on doit s'exprimer en Russie, mais qui disent nous devons être solidaires de nos gars qui sont au front, la société doit se soulever, doit se mobiliser pour la victoire, etc. Ça veut dire que oui, on est en train de perdre, et qu'à défaut d'une mobilisation générale de la population et du passage en économie de guerre affiché, puisque officieusement la Russie a déjà passé des lois qui permettent au ministère de la Défense de réquisitionner n'importe quelle entreprise à ses fins. Mais il ne le fait pas pour l'instant. Alors, il le fait peut-être ponctuellement, mais en tout cas, ce n'est pas annoncé officiellement. Le passage en économie de guerre et la mobilisation générale, c'est vraiment un autre niveau. Ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, instaurer un système où, si vous refusez d'aller au front, vous pouvez aller en prison. Ça, c'est vraiment la loi martiale. Donc ça n'a pas encore été instauré, et il y a de plus en plus, on entend de plus en plus de voix en Russie aujourd'hui qui disent, à défaut de cela, on va juste perdre la guerre. Claude Blanche-Maison, oui. Oui, je crois qu'en effet, Poutine est soumis à deux critiques opposées. Les gens raisonnables et modérés qui considèrent que cette opération était perdue d'avance, n'avait aucun sens dès le départ, ne répondait à aucune logique sérieuse. Et puis les ultranationalistes qui lui disent qu'il n'a pas pris les moyens de ses objectifs et que par conséquent, il faut taper plus fort. Et c'est là où vient le risque, parce que ce qu'on croit savoir de Poutine, c'est qu'il est pour le moins décomplexé, et que si un jour il était acculé, par exemple, si les Ukrainiens arrivaient à la frontière russe ou à la frontière de la Crimée, eh bien acculé, personnellement, je pense qu'il ne se rendrait pas. Alors, est-ce que son état-major, est-ce que les services de sécurité seraient en mesure de le déposer, de le remplacer? Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr parce qu'il tient le dispositif et que tous ces gens ont un intérêt commun à ce que le système ne saute pas. Par conséquent, c'est très compliqué comme manœuvre, et s'il était acculé et si un remplacement n'était pas envisageable par les services de sécurité, il est probable qu'il recourrait à quelque chose qui serait tout à fait horrible, c'est-à-dire à une arme non conventionnelle. Donc vous pensez qu'il pourrait recourir à l'arme nucléaire dans ce cas? Si mais pas que je suis seul à le penser. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Est-ce que... oui, Gulliver. En Ukraine, j'aimerais bien
J'aimerais bien juste commenter le fait qu'en Ukraine, il n'est pas du tout passé inaperçu le fait que ces critiques envers Vladimir Poutine venant de la part des nationalistes, des pro-guerre, si vous voulez, se font entendre visiblement beaucoup plus fort que les voix des libéraux ou les anti-guerre. Et beaucoup d'Ukrainiens en tirent la conclusion que, bon, on voit bien que si on a bien le courage de critiquer le régime en Russie, on peut s'en finir en prison. Et les excuses des libéraux, des opposants à la guerre, comme quoi ils ne peuvent pas se faire entendre parce qu'ils risquent la prison ou ils risquent des répressions, ne sont pas vraiment justifiés. C'est une situation maintenant qui alimente cette rancune que portent beaucoup d'Ukrainiens envers les libéraux russes, les soi-disant opposants à Vladimir Poutine, parce que beaucoup d'Ukrainiens leur reprochent de ne pas avoir fait assez. Et on se demande si c'est vraiment justifié, cette rancune de la part des Ukrainiens, ou si, en réalité, c'est juste vraiment le cas que les nationalistes, les pro-guerre, ont plus de liberté en Russie pour critiquer le régime que ceux qui prônent la démocratie, la libéralisation et sont opposés à la guerre. Oksana Mitrofanova, vous êtes d'accord? Il y a une rancune du côté des Ukrainiens contre justement ces libéraux qu'on n'entend pas suffisamment en Russie. Je pense que plutôt il faut poser la question autrement. Je pense qu'en Ukraine, déjà, on a perdu toutes les illusions et surtout qu'on a perdu l'illusion qu'on va avoir un soulèvement de population à l'intérieur de Russie qui va peut-être changer un régime. Donc en Ukraine, il n'y a plus de cet espoir. On ne pense pas qu'il y aura un régime en Russie qui pourrait changer en Ukraine. Donc non, grâce au soulèvement à l'intérieur de Russie, mais je parle bien sûr de l'avenir proche. Je ne parle pas de l'avenir lointain, mais dans l'avenir proche qui va venir, on ne pense pas que ça va venir des soulèvements du peuple russe qui va se révolter par exemple, contre le régime de Poutine. Donc du coup, voilà pourquoi, par exemple, le gouvernement ukrainien de Zelensky, maintenant, on insiste que les négociations avec la Russie se trouvent sur le front. Sur le front, c'est-à-dire sur l'ensemble des batailles militaires. Donc pas de négociations, c'est ce que ça veut dire. Parce que la Russie ne veut pas de négociations. On se trouve dans l'impasse parce que, bien sûr, l'Ukraine doit récupérer ce territoire, restaurer l'intégrité territoriale. Mais y compris la Crimée, c'est ça en fait que souhaite aujourd'hui Zelensky. Mais bien sûr, y compris la Crimée. Et aussi, il y a un point assez important qui souligne notre commandant. Ça veut dire les frontières de 1991, un retour aux frontières de 1991. Oui, et Zalouzhny, par exemple, Zalouzhny récemment, il a dit que pour beaucoup de Russes, la guerre se trouve très loin. C'est très loin. Il n'a pas de frappe, donc vraiment la population russe ne se sent pas touchée par la guerre. Donc, du coup, il a dit qu'il faut avoir 5 ans de changement sur le front. Par exemple, les frappes contre l'infrastructure militaire en Crimée, ça peut faire voir aux Russes que quand même la guerre n'est pas si loin. Et voilà pourquoi c'est l'une des raisons pourquoi Zalouzhny demande aux alliés occidentaux l'arme ou l'artillerie à longue distance. C'est avoir la capacité aussi frapper en Crimée. Mais il faut comprendre, bien sûr, ceux qui ont frappé en Crimée, ce sont les aéroports militaires ou l'infrastructure. Ce n'est pas, par exemple, les centrales électriques, ce que font des Russes. Amiral Alain Koldolfi, est-ce que Vladimir Poutine a besoin de mobiliser beaucoup plus l'ensemble de sa population pour effectivement gagner cette guerre, ou s'il ne le fait pas, est-ce qu'effectivement les Ukrainiens peuvent gagner? Alors, je pense que son problème n'est pas de mobiliser sa population. Son problème... Il faut avoir plus d'hommes sur le front. Ah oui, alors, bien sûr, par les mesures qui ont été évoquées. Mobilisation générale. Mobilisation générale, état de guerre, etc. Pour le moment, il ne peut pas le faire. Et quand bien même il le ferait... Il n'a pas besoin de le faire. Non, mais quand bien même il le ferait, il est incapable d'augmenter ses effectifs actuellement. On l'a bien vu. Il a essayé d'augmenter de quelques milliers d'hommes les effectifs actuellement engagés. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il n'y a peut-être pas de ressources, pas les moyens de les faire venir jusque sur le front, de les entraîner, de les équiper, de les former. Donc ça, c'est un problème de logistique, ce dont vous parlez. Oui, mais je veux dire, quand on déclare la mobilisation générale, il faut être en mesure de le faire. Et pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui, en une semaine, amènerait 500 000 Russes, soldats, sur le front ukrainien. Donc cette menace, à mon avis, est assez faible. En revanche, je rebondis sur ce que dit l'ambassadeur Blanche-Maison, c'est que acculer entre des faucons, je vais l'appeler les colombes en face, ceux qui sont plus raisonnables, dans une situation où il perd pied et où il sent que disons, la situation lui échappe, la probabilité d'utiliser une arme non conventionnelle, clairement une arme nucléaire, elle était quasi nulle au début, très faible au milieu du conflit, elle est un tout petit peu moins faible. Sachant qu'il n'y a pas d'arme nucléaire tactique toute petite. Une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire. Et à ce moment-là, on déclenche un processus et il déclencherait, à mon sens, une sorte de réprobation mondiale.
parce qu'on n'est pas très loin on est quand même pas très loin de la Chine. On en parlait beaucoup au début de la guerre, d'ailleurs, de l'utilisation possible, non, en tout là, cas. Là, on était dans le déclaratoire, comme tous les buts étaient déclaratoires, et à chaque moment où il perdait un tout petit peu pied, on relançait la machine avec des déclarations tonitruantes. Mais là, vous pensez que c'est plus sérieux de l'envisager? Je pense qu'il faut le regarder sérieusement comme une probabilité très faible, sachant que moi, je pense qu'il ne l'utilisera pas, mais il faut l'envisager. Il faut bien voir que les conséquences pour les pays environnants, commencer par la Chine ou d'autres, il y a quand même eu Tchernobyl, bien qu'une arme nucléaire, ce n'est pas tout à fait une centrale nucléaire, il ne faut pas l'oublier. On va reparler quand même de la centrale de Zaporijia. C'est encore un autre sujet que l'utilisation de l'arme nucléaire. Elena Voloshin, ça vous semble faire une petite probabilité possible s'il était acculé, Vladimir Poutine, si par exemple la contre-offensive gagnait également Kherson? Compliqué. Je trouve que ce débat est extrêmement complexe. Après, ma pensée spontanément, c'est la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'aller utiliser une arme nucléaire alors qu'on peut faire sauter, comme ils l'ont fait sans doute avec la colonie de Yelinivka où étaient détenus les Ukrainiens, en accusant ensuite les Ukrainiens d'avoir tiré un missile. Ils ont fait de la centrale nucléaire de Zaporijia une base militaire. C'est-à-dire que s'il y avait besoin à un moment donné de faire diversion et en plus d'accuser l'Ukraine pour créer un chaos dans lequel la défaite russe changerait de forme et de fond, eh bien, pourquoi pas faire sauter la centrale de Zaporijia, par exemple. En termes de radioactivité, ce qui fait peur à tout le monde, une centrale nucléaire, une attaque sur la centrale nucléaire déclencherait un processus de radioactivité, l'iode-131, etc., enfin tous ces sujets qu'on connaît bien, sans aucune mesure avec une arme nucléaire dont l'effet principal, c'est le blast, c'est l'explosion. Le deuxième effet, c'est la chaleur. Le troisième effet, c'est l'impulsion électromagnétique qui est derrière. Le quatrième effet, c'est simplement les nucléides, enfin la radioactivité. Donc, raser Kiev, Hiroshima, c'est 15 000 bombes d'une tonne. Voilà. Et c'est indifférent de la centrale. La centrale, c'est beaucoup plus dangereux pour les populations. C'est beaucoup plus dangereux pour les populations. La centrale. Gulliver Krag, on a entendu d'ailleurs aujourd'hui le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, dire qu'il y avait des signaux positifs pour justement qu'il y ait des consultations entre Kiev et Moscou sur l'établissement d'une zone de sécurité à Zaporijia. Ça a été le cas aujourd'hui, ça ? Je ne suis pas au courant de ces négociations exactement. Je pense que la situation reste plus ou moins pareille. Kiev réclame le départ des forces russes et les Russes ne sont pas prêts à partir, mais au moins on a une situation où la centrale ne fonctionne plus, reste connectée à l'électricité pour pouvoir refroidir les réacteurs. Donc pour le moment, c'est dans une condition stable. Et aussi, d'après mes informations, faire une explosion qui serait en mesure de provoquer vraiment une grande vague de radioactivité, il faudrait vraiment une très très grande explosion. Ce n'est pas exactement des réacteurs du même type que Tchernobyl. Je pense que les murs sont quand même assez épais bon, après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont en tête, mais comment est-ce qu'ils pourraient le faire exploser sans endommager aussi leurs forces qui sont là, qui sont présentes. Claude Blanche-Maison. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a en effet une marge de négociation sur la centrale de Zaporijia, comme le dit le directeur général de l'AIEA, parce que jusqu'à présent, il semblait bien que les Ukrainiens comme les Russes avaient besoin de cette électricité et savaient quoi en faire. Alors les Ukrainiens, c'est normal puisque c'est leur centrale, mais les Russes, encore une fois, la primauté de la Crimée et de la pérennisation de la situation en Crimée, il faut que l'électricité, une partie de l'électricité au moins, vienne de cette centrale. Par conséquent, on peut imaginer sans doute une négociation très difficile, mais qui probablement est engagée. Et le président Macron en a parlé avec Poutine, avec Zelensky, pour arriver à une solution de compromis où, en effet, le régiment russe qui est dans cette centrale se retirerait aux alentours et où il n'y aurait plus de militaires dans la centrale, mais pas d'Ukrainiens non plus, ce qui probablement ne plairait pas à M. Zelensky, et où la centrale serait placée sous un régime qu'il faut inventer, qu'il faut imaginer, de sécurité internationale qui lui permettrait de produire de l'électricité et où on arrêterait de bombarder la centrale elle-même et les alentours, parce que le territoire de la centrale est très vaste. Alors évidemment, si un régiment il met ses équipements militaires à côté des réacteurs, et évidemment c'est bombardé de diverses manières. Donc je crois que c'est pas tout à fait impossible. C'est peut-être la seule négociation qui pourrait aboutir, mais il faudrait évidemment à ce moment-là
que les choses soient portées au Conseil de sécurité. Et le veto russe, on peut le contourner. Il faut évidemment travailler avec les Chinois aussi, qui n'ont en effet aucun intérêt à ce qu'il y ait cet incident nucléaire, comme l'a dit l'amiral tout à l'heure, et de façon à avoir une centrale qui continuerait à produire de l'électricité, probablement moyennant la concession ukrainienne qu'une partie de cette électricité va vers la Crimée. Oui, ce qui probablement ne souhaitent pas les Ukrainiens, Oksana Mitrofanova. Il y a des négociations en tout cas autour de cette centrale. Enfin, c'est ce qu'a l'air de dire Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA. Il faut bien comprendre un peu les termes parce que le gouvernement ukrainien parle de zone de démilitarisation. La zone de sécurité, pour l'instant, ce n'est pas très connu. Qu'est-ce que c'est comme la définition de zone de sécurité? On peut poser la question, qu'est-ce que c'est? Parce que le gouvernement ukrainien insiste que ça sera une zone démilitarisée. Et je voudrais attirer votre attention aussi que les militaires comprennent bien le danger parce que exactement il y a quelques jours, le ministre de Défense ukrainien Reznikov, il a parlé avec son homologue français. Voilà, donc on a parlé de sujets différents, mais parmi les sujets, c'était exactement central à Zaporizhzhia. Et il y a une petite idée aussi, peut-être des missions de l'Union européenne. Peut-être mission de l'Union européenne, il n'y a pas de Russie qui peut bloquer. Donc, éventuellement, l'Union européenne peut être appliquée dans cette situation. Et surtout la France, et je pense qu'Emmanuel Macron il est très bien informé des dangers, tout simplement parce que c'est la France, c'est un pays nucléaire où il y a plein d'ingénieurs qui peuvent très bien présenter quels sont des risques quand il y a les militaires dans les stations nucléaires. Donc, peut-être c'est exactement à la France d'être aussi peut-être d'initiateur de ces processus et de leader. Amiral Alain Koldelfi, oui. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est impliqué un peu dans ces négociations dès le début, puisqu'il a vu le directeur général de l'AIEA il y a quelques semaines. Donc, il y a effectivement une zone de négociation autour de cette centrale nucléaire. C'est même peut-être, comme je rebondis sur ce qu'a dit l'ambassadeur, c'est même peut-être le seul espace de négociation possible. Sur le terrain militaire, sur les zones militaires, il n'y a aucun espace de négociation. Et là, de part et d'autre, et c'est normal. La centrale... C'est normal. Non, mais ils sont en train de se battre. Donc, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas d'espace pour ça. Il n'y a pas d'espace de négociation, il n'y a pas de défaite nette. Il y a une petite débandade, mais il n'y a pas de défaite. Et les Russes ne vont pas reconnaître une défaite militaire alors qu'ils ont perdu 3000 km². C'est impensable. Le tout petit espace de négociation, mais sous les conditions que vous avez indiquées, c'est-à-dire la légitimité donnée par une résolution de l'ONU, une surveillance internationale, pour le moment, on en est loin. Mais le président Macron a très bien fait d'en parler. D'ailleurs, Poutine a réagi avec violence, ce qui prouve qu'il avait touché exactement l'endroit où il fallait toucher. C'est le seul petit endroit où on pourrait espérer commencer à faire un fil de négociation. Mais actuellement, la guerre, c'est la guerre. Et tant que la guerre n'est pas finie, je ne pense pas que ce soit possible. Elena, je sais que vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine et que vous détestez que je vous pose cette question, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, il y a quand même une vraie défaite, clairement, du côté russe. Oui, on commence à constater... Il y a une défaite dans une bataille. Maintenant, il y a la guerre. Et effectivement, ce que prévoient en tout cas les experts militaires à Moscou, c'est que là, il y a encore 2-3 semaines de marge de manœuvre où l'armée ukrainienne peut avancer avant l'automne. Donc cette fameuse Rasputitsa qui a déjà mis les armées en difficulté au printemps, c'est-à-dire au moment de la fonte des neiges. Là, ça va être les pluies d'automne. Et donc, c'est quelque chose qui rend les opérations militaires extrêmement difficiles. Donc, dans les prochaines semaines, très probablement, et je parle sous votre contrôle, sans doute, il y aura encore des combats jusqu'au fait que la ligne de front se fige pendant un moment jusqu'à l'hiver. Et je pense que les Russes et Vladimir Poutine, et c'est ce que j'entends beaucoup de la propagande aujourd'hui russe, c'est qu'ils misent sur le fait que les Européens vont geler en hiver, vont amoindrir leur soutien à l'Ukraine à cause de la crise du gaz, et que c'est ce soutien, très précisément, on le disait tout à l'heure, ce soutien occidental qui permet aujourd'hui aux Ukrainiens d'avoir l'offensive et de gagner la guerre. Les Russes espèrent un peu vainement, sans doute, le fait que les Occidentaux vont amoindrir leur soutien aux Ukrainiens à l'aune de l'hiver, ce qui est très peu probable. Amiral Koldelfi, comment la riposte russe, quelle sera-t-elle? La contre-riposte. Ou la contre-riposte, non. Ils ont intérêt à figer la situation, effectivement, en attendant leur seul bon général, qui est le général Hiver, comme disait quelqu'un sur un plateau, et attendre une situation qu'ils ne la maîtrisent pas. Donc, actuellement, la seule position pour eux, c'est une position d'attente. Les Ukrainiens ont quand même intérêt à gagner encore, pendant le temps qu'il leur reste, un peu du territoire, parce que finalement, ce sont des conquêtes de territoire. Ils l'ont fait intelligemment, et je ne sais pas si vous l'avez dit avant mon arrivée, ils l'ont fait en étant inspirés, aidés par le renseignement américain, il y a d'autres sources de renseignement, aidés par la façon dont on
on apprend à commander les opérations dans le monde occidental, c'est-à-dire en liaison avec le pouvoir politique, en déclinant vers le terrain les objectifs qui sont approuvés de part et d'autre, et en laissant la part grande à l'initiative. C'est le contraire de ce qui se passe en Russie. Donc pour le moment, je pense que les Ukrainiens vont commencer à continuer à essayer d'enfoncer le clou. Les Russes vont essayer de procrastiner. Et ce qui était intéressant, quand je suis arrivé, on parlait de Kherson, c'était sans doute un objectif de diversion au départ, et ça devient peut-être un objectif réel devant la faiblesse de l'armée russe. Bon, quant à la Crimée, c'est bien sûr un autre sujet. Oksana Mitrofanova, comment voyez-vous les prochaines semaines? Dans les jours à venir, je répète aussi par exemple la demande de l'armée ukrainienne adressée aux civils. Tout simplement maintenant, il faut être prudent parce que la Russie peut se venger et tout simplement bombarder l'infrastructure. Ils ont dit qu'ils le faisaient ce matin par exemple dans la région justement ils en faisaient, ils font et on va faire bien sûr les bombardements d'infrastructures. Donc du coup, je comprends que les Ukrainiens sont très fatigués de la sirène de défense antiaérienne, mais l'armée ukrainienne répète qu'il ne faut pas négliger ces signaux. Au moins, il faut essayer de se protéger parce qu'on bombarde l'infrastructure militaire. Par exemple, on a eu récemment une mort des personnes qui sont spécialistes d'électricité quand on a essayé de réparer les centrales qui étaient bombardées. Donc, du coup, je pense que le gouvernement ukrainien maintenant a aussi une double tâche, essayer de réfléchir comment on peut protéger cette infrastructure, la production de l'eau et de l'électricité, mais aussi il faut les réparer, tout simplement cette infrastructure, il faut avoir les outils pour réparer. Et par exemple, il faut réfléchir aussi à l'aide de l'Occident qui vient avec les matériaux pour réparer cette infrastructure, que ça continue, en sachant que c'est l'hiver qui arrive. Ensuite, sur le front aussi, ce qui était très important, on n'a pas parlé des villes de Kupiansk, quand même, ce qui est essentiel aussi, c'était exactement la ville de Kupiansk. Tout simplement parce que Kupiansk, il y a le réseau de chemin de fer. Et comme se trouve le réseau de chemin de fer, la logistique russe, l'approvisionnement, s'est passé exactement par cette ville de Kupiansk. Donc la prise de Kupiansk par l'armée ukrainienne est assez essentielle au point de vue militaire. Elle est fondamentale d'un point de vue militaire. Et bien sûr, les infrastructures, vous le disiez, sont également essentielles. Merci beaucoup, Oksana Mitrofanova, d'avoir été avec nous. Merci, Elena Voloshin. Merci, Amiral Alain Koldelfi. Merci, Claude Blanche-Maison. Merci à Gulliver Krag d'avoir été avec nous en direct de Kiev. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.